Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale consacrée aujourd'hui aux relations algériennes ou hispano-algériennes. L'Algérie passe donc à l'étape supérieure après le rappel de son ambassadeur en Espagne et la dénonciation de la décision unilatérale du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez de pencher vers l'option marocaine. L'Algérie, comme je le disais, décide de suspendre le traité d'amitié avec l'Espagne, une décision qui a provoqué toutes les réactions imaginées, imaginables, à commencer par la classe politique espagnole, notamment le Parlement, qui n'ont pas été de main morte avec leur Premier ministre accusé d'être l'auteur direct de cette dégradation des relations entre Madrid et Alger, traditionnellement au beau fixe. Ce qui est sûr, c'est que cette décision ne laissera pas insensible de par son sérieux et surtout sa détermination et surtout par les conséquences qu'elle engendrera sur la question sahraoui à l'origine même de cette colère d'Alger, car ce revirement espagnol est une première à ne pas prendre à la légère. Voilà donc les questions que nous allons aborder aujourd'hui avec notre invité par Skype depuis Paris, Monsieur Gamal Abina, expert en questions internationales. Monsieur Gamal Abina, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, je le disais, que veut dire cette décision, Monsieur Abina, en termes pragmatiques, plus fonctionnels, d'autant plus que l'Algérie parle de suspension immédiate, ce qui inclut une sorte, disons, de mise en garde. Qu'en pensez-vous, Monsieur Gamal Abina? Oui, c'est une mise en garde par rapport à cette décision prise par le Premier ministre espagnol, qui d'ailleurs l'a fait contre l'avis de son gouvernement, son Parlement surtout. Et donc l'Algérie a quand même pris le temps de le faire, puisque c'est au mois de mars que cette décision avait été prise par ce Premier ministre qui a choisi de reconnaître, qui a choisi simplement de dire que la solution marocaine de souveraineté sur le Sahara occidental était la solution à ses yeux la plus réaliste, alors qu'en réalité ça va en contravention avec ce qu'a proposé l'ONU, qui était le plan Baker, qui proposait effectivement de faire une sorte de consultation du peuple sahraoui pour savoir si oui ou non il voulait être marocain. Donc la question qui se pose aujourd'hui, surtout avec acuité, c'est quel sera le type de sanctions adoptées par l'Algérie sur l'Espagne. A priori, de premier abord, comme les banques sont suspendues, c'est déjà les échanges commerciaux au niveau classique, mais surtout, et c'est le plus inquiétant, peut-être la question du pétrole, du gaz. Il y a un gazoduc qui relie l'Algérie directement à l'Espagne. Et si cette sanction intervient, c'est une sanction qui sera très lourde, puisque l'Europe a besoin de gaz compte tenu de la crise ukrainienne, eh bien, et sachant qu'aujourd'hui, on vient d'apprendre en plus qu'il y a l'usine de liquéfaction de gaz américaine qui vient de prendre feu, donc une grande usine, ce qui fait que ça va réduire en conséquence les approvisionnements en gaz européens, qui espéraient passer par les États-Unis, eh bien, ça va faire un double pression. Donc, l'Algérie, en prenant cette décision de sanctions économiques, puisque c'est le traité de paix qui relie les deux pays qui est remis en cause, sanctionne l'attitude de l'Espagne, qui, il faut le rappeler tout de même, est l'ancienne puissance tutélaire Sahara-Occidentale, qui a quitté en 75 à la mort de Franco, dans des conditions qui étaient assez abyssales, puisqu'il n'y a pas eu de discussion sur le transfert de pouvoir, et que ça a été un petit peu laissé à l'abandon entre le Maroc, la Mauritanie, et évidemment les Sahraouis qui étaient livrés à eux-mêmes. Oui, alors, Monsieur Gamal Abina, l'Algérie, au fait, en prenant cette décision, dénonce son mécontentement du revirement espagnol vis-à-vis de la question sahraoui, surtout concernant sa responsabilité historique dans le dossier sahraoui. C'est beaucoup plus ça, au fait. Oui, parce que les Algériens considèrent que les anciennes puissances coloniales, lorsqu'elles partent d'un pays, laisse quand même des difficultés qui sont pas anodines. On prend au premier rang desquelles le tracé des frontières. On voit bien que les frontières en Afrique ont été tracées à la règle, comme on découpe des cartes, comme on découperait, mettons, je sais pas, un gâteau sur une table. Donc c'est un vrai problème qui s'est posé. Et ce qui est plus grave, c'est que l'Espagne de Franco, qui voulait maintenir bec et ongle, ces trois dernières petites colonies en Afrique du Nord, qui en maintient, de toute façon l'Espagne tient toujours 2 colonies au moins, c'est Ceuta et Melilla au Maroc, et bien l'Espagne de Franco, lorsqu'il meurt, se démocratise, mais c'est au lendemain de la mort de Franco qu'il lâche le Sahara occidental, sans doute pour des raisons peut-être certainement un pragmatisme politique, et puis cette espèce de volonté franquiste de vouloir briller au-delà de l'Espagne territoriale classique, à savoir les anciennes colonies, a vu la fin de ce schéma de pensée à la mort de Franco, effectivement, et au transfert du pouvoir à Juan Carlos. Donc c'est ce qui a fait qu'effectivement l'Espagne a une lourde responsabilité historique, puisque le fait qu'elle quitte le territoire de façon un petit peu abandon littéralement sans négociation, sans rien, ça s'est fait du jour au lendemain quasiment. Ça a donné donc cette tension, ça a donné cette fameuse marche verte voulue par Hassan II, et surtout ça a créé une crispation quant à l'intangibilité des frontières. Parce qu'évidemment, le Sahara occidental avec le Front Polisario s'est battu quand même contre le Maroc.
contre la Mauritanie, et l'Algérie est en soutien derrière avec quelques autres soutiens périphériques, mais c'est surtout le Maroc et la Mauritanie. La Mauritanie ayant lâché sa partie du Sahara occidental concédée, il ne reste plus que le Maroc qui occupe à peu près 80% du territoire officiellement par l'ONU. Je ne dis pas qu'il occupe parce que je ne prends pas parti là-dedans, je me contente juste de faire une analyse. Oui. Alors, Monsieur Gabina, quels sont les secteurs qui peuvent être touchés et de quelle manière en termes de chiffres, Mais avant de répondre à notre question, je vais juste vous demander de voir ensemble ce sujet signé notre collègue de la radio de la Al24, de la rédaction française, Mohamed Wali Ben Chaban. Et on y revient. Les relations économiques entre Alger et Madrid ont connu récemment une dégradation fulgurante. L'avenir commercial entre les deux capitales devient incertain, sachant que la balance commerciale a été toujours favorable à ce pays ibérique. Dans un passé proche, l'Espagne était le 4e partenaire commercial de l'Algérie, après la France, la Chine et l'Italie. D'après les observateurs du marché extérieur, le volume des échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Espagne a atteint environ 7 milliards de dollars, dont 3 milliards d'exportations algériennes, principalement des hydrocarbures. La décision du gel des domiciliations bancaires des opérations de commerce extérieur de produits et services de et vers l'Espagne est un coup dur pour Madrid, dans lequel elle perdra probablement un marché juteux qui génère plus de 3 milliards de dollars en exportation de fer, de papier et de machines. Cette mesure vient de compliquer l'existence pour Madrid, qui vient notamment de perdre une part importante du marché algérien. De nombreux Espagnols affirment que la relation doit être rétablie avec l'Algérie à tout prix. L'Espagne de Pedro Sánchez n'est plus un partenaire crédible pour Alger, qui a le droit de s'inquiéter de ce revirement espagnol sur la question sahraoui. L'Algérie se tourne vers des partenariats de qualité et fiables, basés sur la confiance et le profit commun. Les opportunités d'investissement vont se présenter dans plusieurs secteurs tels que la pêche, l'agriculture, les énergies renouvelables, la construction navale, le BTP et bien d'autres. Alors voilà, comme on vient de l'entendre, Monsieur Gamal Abina, donc c'est carrément en matière de chiffres, c'est des chiffres considérables sur le plan économique et qui pourraient peser lourd pour les deux économies. Alors on l'a vu, ça a commencé par le contrat de gaz et maintenant ça atteint d'autres domaines comme l'industrie, comme le commerce ou les échanges commerciaux. Alors dans cette histoire, que pense l'Espagne? Je veux dire, est-ce que l'Espagne, c'est la première fois, c'est un précédent que cela se passe, parce que le contrat a été signé quand même en 2002, et 2002 jusqu'à 2022, ça fait 10 ans où le partenariat fonctionnait normalement. Donc, celui qui a donné le coup de griffe, si vous voulez, ou le coup de canif, c'est bien l'Espagne. Et donc, quelles sont les conséquences sur ce plan, Monsieur Gamal? Les conséquences sur ce plan sont ça. D'abord, c'est pas des échanges extraordinaires entre l'Algérie et l'Espagne. Oui. Alors, ensuite, vous m'entendez, c'est bon? Oui. Ensuite, et surtout, c'est parce que simplement l'Espagne, je crois que c'est 1,2 milliard ou 1,4 milliard de dollars qui est exporté d'Espagne dans l'Algérie. L'Algérie exporte beaucoup plus, c'est 2,4 milliards de dollars. En gros, grosso modo, 4 à 5 milliards par an, ce qui n'est pas faramineux. Ensuite, ce rapport entre l'Algérie et l'Espagne est consécutif. C'est un traité de paix, c'est un traité de paix d'amitié, on dira, qui a été signé en 2002, si je ne me trompe pas, il y a 20 ans donc. Et c'est un traité qui va en droite ligne des accords avec d'association avec l'Europe qui n'ont pas du tout. Alors je suis catégorique là-dessus, pas du tout été profitable pour l'Algérie. C'est-à-dire que l'Algérie devenait un véritable marché pour l'Europe d'exportation de produits manufacturés, et en contrepartie, on vendait du gaz et du pétrole, mais on ne voyait pas d'intérêt en termes de production nationale industrielle. Le pays n'était pas protégé, les producteurs nationaux étaient en concurrence avec les Européens qui étaient avec des produits de meilleure qualité ou souvent simplement moins chers. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que la dégradation des relations algéro-espagnoles, qui vont d'abord en pâtir par du commerce, puisque les banques ont été mises en alerte, il y aura sans doute plus d'échanges, se fera au-delà même de ces simples échanges de matières de marchandises classiques. Et est-ce qu'ils vont toucher à ce fameux gazoduc? C'est ça la question qui se pose, et c'est ce que l'Algérie prend le temps de la réflexion. Elle a quand même donné 2 mois aux Espagnols pour avoir leur copie, particulièrement au Premier ministre, parce qu'il faut se rappeler que son Parlement était vent debout contre cette décision. Il l'a prise de façon autocratique, il n'a pas consulté son Parlement, ça a été une véritable surprise. Les Espagnols qui se positionnaient depuis 47 ans, pour être précis aujourd'hui, comme étant une force non pas motrice, mais une force de neutralité
supposés objectifs qui suivaient les recommandations onusiennes se sont trouvés complètement floués par ce Pedro Sánchez qui manifestement ne semble pas maîtriser les rapports de force entre l'État et État, qui aurait certainement pas dû en tant qu'ancienne puissance tutélaire du Sahara occidental. Ancienne puissance qui, je le rappelle tout de même, était intervenue il y a encore une quinzaine d'années contre le Maroc sur l'histoire des rochers, faut pas oublier. Eh bien, il est intervenu en faveur du Maroc, on ne sait pas trop pourquoi, peut-être que les rapports entre le Maroc et l'Espagne au niveau économique sont importants, mais ça n'explique pas qu'il soit intervenu dans une crise du gaz actuelle contre les intérêts de son pays, puisque il faut rappeler aussi que 40% des besoins espagnols en gaz sont assurés par l'Algérie et qu'ils ne peuvent absolument pas être compensés. Sachant que le gaz russe va certainement, ça correspond à 15 à 20%, va certainement être stoppé au mois d'août si on s'en tient à ce que l'Europe prétend faire. Je ne crois pas trop à ces promesses, mais bon. Dans tous les cas de figure, l'Algérie devient pour l'Espagne un facteur extrêmement important, sachant que l'Italie aussi vient de faire un accord considérable au niveau gazier avec l'Algérie. Absolument, oui. Augmenter, 9 milliards de mètres cubes supplémentaires. Donc, c'est vous dire que l'Algérie actuellement est tranquillement installée sur une réserve d'or et d'argent, j'allais dire, je parle en termes économiques, avec le gaz et le pétrole à 125 $, je crois, qui est atteint hier. Donc, des records extraordinaires. Un gaz qui se raréfie. Cette usine américaine, qui vient de brûler, oui, au Texas. Au Texas, il faut 3 semaines pour la remettre en place. Donc 3 semaines dans le domaine des échanges commerciaux gaziers et pétroliers, autant vous dire que c'est une éternité. Ça veut dire que les promesses américaines ne seront pas tenues. Oui, alors on va revenir à cet aspect économique, mais également à l'aspect politique. Pedro Sánchez serait de plus en plus isolé. Il lui est reproché justement d'être la cause de tous ces désagréments économiques et commerciaux et surtout des problèmes subis par son pays depuis son revirement. Il est donc, si vous voulez, dans le collimateur, plus exactement, du Parlement, mais également de la classe politique espagnole. Nous allons donc voir ce sujet signé Karim Bouaziz et nous allons revenir vers vous, Monsieur Gamal Labina. L'Algérie rompt avec l'Espagne pour argument fallacieux, lit-on en première page du second quotidien espagnol El Mundo, illustré par une image montrant un Pedro Sánchez qui semble reprendre ses esprits après une grosse gorgée d'eau, d'après le verre vide. Plutôt sobre pour le centre-gauche El Periódico de España. L'Algérie rompt les liens avec l'Espagne pour un virage concernant le Sahara occidental, le mot virage signifiant une courbe sur un chemin faisant. Et enfin, on pourra rapporter dans le canard de droite Razón, il est vrai qu'il ne s'est jamais montré tendre avec le chef du gouvernement socialiste, mais pour une fois, tempère, matinée n'empêche d'une légère critique. L'Algérie rompt le traité d'amitié avec l'Espagne pour le tour de Sánchez. Pedro Sánchez fait tanguer la position historique de l'Espagne au profit du Mersenne, compte rendu à peu près unanime de la presse espagnole ce matin. L'oblique de la position traditionnelle de la politique étrangère espagnole, suscitant les foudres d'Alger qui n'hésitent pas à parler de dérives graves, mais également questionne même au sein de la péninsule ibérique l'habilité de Sánchez à l'endroit de notions juridiques internationales de la part de ses administrés et autres collègues de l'hémicycle, comme dans l'antre du Congrès madrilène hier, où l'on a vu des députés de tous bords sceptiques lors de l'oral de Sánchez, et ce, au-delà de leur posture ou autres orientations politiques diverses autour de la question sahraoui. La légalité internationale déployée par les efforts de l'ONU pour trouver une solution définitive à une occupation coupable selon le droit international, garantie d'ailleurs par des efforts administratifs de l'Espagne, vient d'être foulée aux pieds. Dit simplement, une Espagne qui prend fait et cause alors qu'initialement son rôle dévolu était d'encadrer des décisions onusiennes. Sánchez ne s'embarrasse pas du rôle missionné tenu par son pays et se dit assumer le changement de cap diplomatique sur la question du Sahara occidental. En vérité, Sánchez tranche sur une politique d'équilibre à l'endroit du Maghreb, jusqu'à présent incarnée par exemple par le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Álvarez. D'un côté, maintenir de bonnes relations avec le partenaire algérien, un fournisseur de gaz de premier ordre, sans pour autant froisser l'allié marocain, indispensable, lui, pour le contrôle des frontières. On s'en souvient, il a suffi de quelques heures de relâchement de la gendarmerie marocaine en mai de l'année dernière pour déborder la ville de Ceuta, enclave espagnole, et provoquer les alarmes de Madrid. Une ruée de 10 000 personnes entrées illégalement, dont de nombreux femmes et enfants, sonnait comme un avertissement. La pression marocaine sur Madrid se situerait dans le contrôle des migrations. L'administration Biden, soucieuse de récompenser le Maroc qui venait de s'ouvrir ostensiblement à l'hydre sioniste, a fait le reste, contraignant le gouvernement de Sánchez à se rapprocher du Mersenne. Mais en achetant un peu de tranquillité, Sánchez, dont on dit que son avenir politique précaire sera conditionné par les futures législatives, a fait un pari périlleux. Gagner un peu de tranquillité sur le dossier migratoire sous la pression larvée américaine et sioniste,
et d'une certaine manière marocaine, tout en risquant de payer un gaz plus onéreux et plus difficile d'accès. Le contribuable espagnol fera le reste. Monsieur Gamal Abina, on vient de voir à peu près les répercussions de cette décision donc algérienne de suspendre le traité d'amitié. Au fait, aujourd'hui, Pedro Sanchez est pointé du doigt et de plus en plus isolé au sein de sa propre classe politique et de son propre parlement. Tout à fait. J'avais un petit problème technique tout à l'heure, mais ça va mieux. Oui, donc, oui, on l'avait compris. Tout à fait. Donc, voilà, donc je vous disais, par rapport à ça, oui, ils se sont isolés. Hein. Bon, je viens d'entendre l'argument du flux migratoire, parce qu'effectivement, il y a eu un problème avec Ceuta et Melilla, particulièrement sur le Rif marocain, où beaucoup de gens de la population du Rif ont voulu passer la frontière en force et que les Marocains avaient annoncé comme étant une volonté de laisser passer. Je pense qu'il y a à la fois cette volonté et en même temps une paupérisation qu'on observe à la suite malheureusement de la crise du Covid. Mais surtout, l'argument migratoire est très faible par rapport à l'Algérie, puisque la proportion de migrants qui passent par l'Algérie via le Maroc pour aller en Espagne est marginale. Ce qui est un argument réel, c'est l'argument du pétrole. Et là, il se cache derrière l'Union européenne en expliquant que les accords entre l'Algérie et l'Union d'association doivent être respectés et que l'Espagne est un membre de l'Union. Mais effectivement, il se trouve très isolé parce que cette décision unilatérale, non concertée et parfaitement non conforme à la politique espagnole qu'il mène depuis 47 ans, il la prend tout seul contre son propre Parlement. Je veux dire, ce qui est impressionnant, c'est que on voit bien que ça se passe mal et j'en veux pour preuve d'ailleurs, si je me rends compte de la réalité. Les journaux français eux-mêmes ont titré en disant que les parlementaires espagnols étaient plutôt énervés par rapport à cette décision qu'ils n'ont pas comprise. Donc c'est une décision qui dessert les intérêts de l'Espagne, qui n'est pas stratégique, qui est de la réaction pure, qui n'a pas beaucoup de sens. On se rappelle de l'affaire Pegasus récemment encore avec l'histoire des écoutes qui ont gêné les Espagnols aussi, n'oublions pas. On se rend compte qu'il y a eu l'histoire aussi du Sahraoui qui a été soigné, un des leaders soigné en Espagne et qui a été très mal perçu par les Marocains. Il y a beaucoup d'éléments comme ça de friction qui sont intervenus entre le flux migratoire et tout ça, qui aujourd'hui, du jour au lendemain, il prend une décision qui va complètement à contrario des positions espagnoles qui étaient plutôt modérées de ce point de vue-là. Donc c'est vrai que la surprise est générale et je me demande, maintenant je ne vais pas non plus faire de prospective, mais peut-être qu'on peut envisager qu'il soit tout simplement mis en minorité parlementaire et éventuellement écarté du pouvoir, parce que ces décisions à l'emporte-pièce ne servent absolument pas les intérêts du pays. Avec la crise ukrainienne, c'est encore pire. Et avec l'arrivée, parce que là, l'été arrive, donc ça va, ils ont pas trop besoin de gaz. Mais avec l'arrivée de l'automne, ça va être très très compliqué à gérer ce genre de rapport entre l'Algérie et l'Espagne. Et pour le moment, les Algériens, ils vont graduellement, ils parlent de sanctions économiques liées au commerce sans parler de gaz. Mais si jamais ils devaient couper les flux, pour l'instant les flux sont toujours continus, avec le gaz espagnol, sachant qu'ils les ont déjà réduits, puisqu'ils ont reproché aux Espagnols de réexporter le gaz en direction du Maroc dans un flux inversé. Donc les Espagnols ont promis que c'était pas le cas, mais effectivement c'est un petit peu énervé les Algériens aujourd'hui. La question qui se pose, c'est est-ce que oui ou non, l'Espagne va revenir sur sa position, ou peut-être négocier, ils prétendent vouloir négocier sans perdre la face. On a du mal à y croire, donc ça va être très compliqué comme relation. Oui. Alors la question qui pourrait peut-être survenir, est-ce qu'il suffit de dénoncer aujourd'hui, de pointer du doigt ou même de critiquer son Premier ministre, et je parle des Espagnols, pour que les choses changent? Pourquoi ou quel serait le pas à entreprendre si il n'y a pas à entreprendre justement pour faire changer les choses et pour éviter justement au gouvernement ou aux autorités espagnoles de sortir de cette crise dans laquelle le Premier ministre les a mises? L'Espagne est une vraie démocratie. C'est une démocratie d'États fédéraux. C'est un État fédéral. Et donc, lorsqu'il y a une crise, comme on l'avait observé par rapport à cette histoire de régionalisme, en général, ça se solde par une décision j'allais dire presque de la fédération espagnole, donc du Parlement espagnol, qui a une très haute autorité. Donc, elle n'a pas seulement une haute autorité sur la région, elle a aussi une autorité importante par rapport au gouvernement. Ça reste une démocratie parlementaire malgré tout. Et il faut savoir qu'à l'époque, par exemple, sur l'affaire irakienne, lorsque les Espagnols ont pris fait et cause pour la position américaine, à la suite d'attentats, eh bien, il y a une défaite de la part d'Aznar au pouvoir. Là, c'est pareil. La décision qui a été prise ne va pas dans les intérêts espagnols, qui étaient en plus développés avec l'Algérie de plus en plus croissants. Donc, cette contre-performance, alors qu'il aurait suffi d'observer une simple neutralité. On ne demandait pas grand-chose aux Espagnols, qui s'en tiennent juste aux positions de l'ONU, sans prendre parti pour l'un ou pour l'autre, parce que c'est absolument inutile, c'est une gageure. Ils avaient une position médiane, personne n'était froissé avec eux, ni les Marocains, ni les Algériens. Eh bien, ce Premier ministre a fait une erreur, et il va sans doute devoir rendre compte devant son Parlement, qui de plus en plus lui fait comprendre que ça accélère la difficulté. Ensuite, l'Espagne est une démocratie
capitaliste. C'est-à-dire que quand on touche au capital, quand on touche aux affaires, simplement, quand on touche au commerce espagnol, eh bien, il y a des lobbies qui existent et qui vont commencer à prendre le bout de leur nez, qui vont commencer à faire comprendre à ce Premier ministre qu'il n'a peut-être pas été très malin de prendre une décision comme celle-ci. Donc, je pense que aujourd'hui, l'Espagne a tout à gagner à revoir cette position et surtout a tout à gagner à mettre en minorité ce Premier ministre indélicat qui, manifestement, je ne sais pas ce qu'il a poussé à faire ça, a pris une décision sans vraiment réfléchir aux conséquences directes. Oui, alors, il y a eu des déclarations quand même du ministre des Affaires étrangères, M. Alvarez, qui a dit que cette décision était regrettable. C'est un langage effectivement diplomatique, mais je veux dire, en quoi serait-elle regrettable pour eux? Et si c'est tel est le cas, je pense que on ne fait pas grand-chose, c'est-à-dire qu'on ne montre pas un grand remords concernant la décision qui a été prise par Pedro Sánchez, qui lui a attiré toute la foudre de cette classe politique. Alors effectivement, il est en minorité en Espagne par rapport à cette décision. Son ministre des Affaires étrangères, enfin les diplomates en général, ils ne se mettent pas à critiquer leur chef de gouvernement. Bien sûr. Mais par contre, bien sûr. Le regret qu'ils observent, alors malheureusement c'est toujours pareil dans le monde capitalistique. Quand on parle de regret, c'est quand on touche au porte-monnaie. C'est-à-dire que dès l'instant où on commence à avoir des sanctions économiques, parce que si c'était juste un traité d'amitié qui était déchiré mais que le commerce continuait, ça dérangerait personne en vérité. Mais là, ça pose problème parce qu'il y avait des projections économiques de l'Espagne vers l'Algérie, vice-versa. On voit bien avec ce nouveau gazoduc qui avait été même inauguré récemment. Et puis surtout, quand ils disent que c'est regrettable, c'est qu'ils donnent le sentiment que l'Algérie prend la mauvaise décision. Le problème, c'est que, évidemment, l'Algérie a une posture qui est toujours la même. Elle n'a pas bougé, c'est une posture de principe. L'Espagne, par contre, a évolué sur une posture qui est très surprenante, puisque 47 ans de neutralité pour en arriver à une posture qui penche en la faveur d'une des deux parties, alors que ce n'est pas nécessaire, sachant que l'ONU ne valide pas cette position. Tant que l'ONU ne valide pas, on n'est pas dans du droit, on est dans du fait accompli. Oui. Et bien, effectivement, lorsqu'il dit que c'est regrettable, il pense surtout aux économies espagnoles, il pense surtout au business. On va faire vulgaire, mais c'est simplement le business qui l'intéresse. Et surtout, il s'inquiète. Il s'inquiète de la seconde étape, parce que les Algériens fonctionnent par étapes. La diplomatie algérienne est très rompue à l'exercice. Elle avertit d'abord. Elle met 2 mois avant de réagir sur une première sanction. Il faut un petit peu une sorte de cercle de sanctions. Absolument. Et puis après la sanction ultime, évidemment, c'est le gaz. Le gaz ou le pétrole. Donc c'est vrai que là, aujourd'hui, les banques sont gelées, donc les échanges économiques vont être gelés. Et il est probable, si le gouvernement espagnol ne revoit pas sa copie, qu'il recule. Alors, je tiens à rappeler tout de même qu'il y a eu une reculade du gouvernement espagnol sur la question du flux inversé du gaz, où ils avaient promis aux Algériens que c'était du gaz liquéfié américain qui était livré aux Marocains. On a du mal à croire ce genre de conte de fait, puisque si l'Espagne a besoin de 40% de gaz algérien, comment peut-il réexporter un gaz qui vient des États-Unis? J'ai beaucoup de mal à y croire. Mais bon, imaginons que ce soit vrai. Dans tous les cas de figure, la sanction économique est lourde. C'est lourd et ça dégrade la relation entre les deux pays, malheureusement. Oui, alors, Monsieur Gamal Abina, avant de conclure, cette décision aura-t-elle un effet sur la cohésion avec l'Union européenne parce que l'Espagne, il ne faut pas l'oublier, on est membre à part entière. Je parle donc des relations avec l'Algérie. Alors tout à fait. Déjà, il y a eu quelques crispations quand l'Algérie a voulu renégocier ce fameux accord d'association qui n'était pas favorable. Mais surtout, on n'est pas dans une configuration qui précédait le 24 février avec la crise ukrainienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme le monde, clairement, tout le monde en haut, en n'en parlant pas, on est retourné dans la guerre froide, de façon évidente. Ces tensions sont vraiment des tensions qui rappellent la guerre froide. Eh bien, aujourd'hui, l'Espagne ne peut pas espérer une si grande solidarité des membres de l'Union. Preuve en est, l'Italie est en très bon terme avec l'Algérie et d'autres pays ont besoin du gaz algérien. Ils ne peuvent pas faire ça parce qu'il y a la problématique de l'Ukraine qui se pose et du gaz russe qui risque d'être sanctionné. Donc ils ne peuvent pas faire ça, absolument. À l'époque, ils auraient pu le faire. On l'a vu par exemple avec la crise marocaine. Rappelons-nous, et c'est là où je regrette d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu une solidarité maghrébine, c'est que lorsque les Marocains ont tenté de récupérer quelques petits îlots, c'était pas grand-chose, des rochers en Méditerranée, non seulement l'Espagne a envoyé des forces, immédiatement des forces militaires, mais l'Union européenne s'est immédiatement solidarisée de l'Espagne. Déployée, oui. Alors donc ça veut dire que à ce moment-là, ils pouvaient. Aujourd'hui, non, ils ne peuvent pas faire ça. Ensuite, bon, évidemment, l'Algérie n'est pas le Maroc. Les relations sont beaucoup plus fines, beaucoup plus ténues, beaucoup plus subtiles. On est parfois dans des non-dits, mais dans des propos qui sont extrêmement clairs. Les Espagnols ne vont pas déraper, ils vont pas menacer l'Algérie comme ils l'ont fait avec le Maroc à l'époque. Et donc, ils disent simplement, ils regrettent. Donc, c'est un regret dans l'espoir que les choses s'arrangent. On est dans du diplomatique et on est aussi dans des perspectives, dans l'expectative peut-être qu'avec un changement de gouvernement ou simplement qu'il fasse amende honorable, ce Pedro Sánchez, peut-être que les choses
choses s'amélioreront. Mais dans tous les cas de figure, le rapport de force aujourd'hui est très défavorable aux pays consommateurs d'énergie fossile, que ce soit le gaz ou le pétrole, puisque la crise ukrainienne a fait s'envoler les cours internationaux et que c'est pas prêt de revenir à des cours raisonnables de leur point de vue. Voilà, Monsieur Gamel Abina, je crois que c'est une question qui va encore faire couler beaucoup d'encre, cette histoire de tension avec l'Espagne et surtout le revirement de l'Espagne, un revirement surprenant. Monsieur Gamel Abina, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes expert en questions internationales. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous rendons l'antenne le 19h. Il vous sera présenté dans quelques instants par Fatma Mehani. Au revoir.